On va commencer par se présenter. Moi, je m'appelle Sonia Théoc, je suis architecte de formation, diplômée de l'école d'architecture de Versailles il y a une petite dizaine d'années. Désolée pour le groupe qu'on a vu juste avant, je pense qu'il y a des choses qui vont se répéter du coup, mais on va essayer de les dire un peu différemment pour garder votre attention. Et donc avec moi... Moi, je suis Gauthier Odo, je suis aussi architecte je suis diplômé de l'école de Paris-La Villette et je participe à l'aventure YesWeCamp depuis 2013. Voilà, donc tous les deux, on est membres de l'association YesWeCamp. L'association YesWeCamp, elle propose que nous, on nomme une utilisation inventive d'espaces disponibles, souvent dans des contextes d'occupation temporaire ou ce qu'on appelle aujourd'hui des contextes d'urbanisme transitoire, et toujours dans l'objectif de proposer des espaces communs ouverts à toutes et à tous. Ces projets peuvent prendre plein de formes différentes, on va vous les présenter par la suite. Mais ça peut prendre la forme d'un événement festif le temps d'un week-end sur l'espace public, ou ça peut prendre la forme de la création d'écosystèmes citoyens innovants sur plusieurs années. Ce qu'on essaye de faire dans nos projets, c'est des lieux, ce qu'on appelle des lieux de réalisation collective, à la croisée de plusieurs enjeux, la culture, l'hospitalité, l'apprentissage, l'entrepreneuriat. Et donc dans tout ça, dans toutes nos productions, ce qu'on va essayer de vous présenter là pendant l'heure qui arrive devant nous, c'est de vous présenter nos projets sous deux angles. D'abord le contexte urbain et politique de nos projets, donc dans quoi ils naissent, et ensuite quelles pratiques ou nouvelles pratiques en architecture ça produit. Du coup, je vais commencer par cette approche urbaine et politique. D'abord en faisant un petit rappel sur quels sont les acteurs de la production de la ville classique. On peut considérer qu'il y a d'abord des forces régulatrices. Ça va être... on peut mettre les images qui vont avec en plus. Tac. Ça va être plutôt des institutions à différents niveaux qui vont produire des grandes directions politiques à des échelles larges, comme des schémas de cohérence territoriale par exemple, et qui se déclinent à des échelles plus réduites sur des plans locaux de l'urbanisme et d'autres types de réglementations. Et puis en face, on a des forces entreprenantes qui, elles, ont la volonté d'aménager leur projet dans leur intérêt propre. Et tous les tensions qui se passent entre régulateurs et force entreprenante amène une forme de temporalité. Ça déconne un peu ? Ouais. Ok. Ça amène des temporalités qui sont du coup assez longues pour générer du projet urbain et de la transformation de l'espace. Là, je vous ai juste mis un petit Scott à très grande échelle qui va définir des grandes directions, des relations à l'environnement, à la nature, sur des très très grandes échelles. Et là, on zoome sur un plan d'aménagement d'Euromède à Marseille, par exemple, qui est le projet, c'est la requalification du port industriel de Marseille, du port autonome de Marseille, avec des axes directeurs qui sont régulés, à l'intérieur desquels vient s'inscrire des opérateurs, donc des forces entreprenantes, qui vont répondre à des cahiers des charges et aménager ces petits morceaux d'îlots, ou ces gros morceaux. Donc ces gros morceaux, ils peuvent mettre beaucoup de temps entre le lancement d'un projet et sa construction. Il peut se passer beaucoup de temps, et ça génère des friches et des délaissés urbains sur des très très longues périodes. Les différentes étapes d'un projet urbain, finalement, ça va être pourquoi c'est aussi long, c'est qu'il faut acquérir le foncier, écrire un programme, réaliser un montage financier, réaliser des études architecturales, les autorisations d'urbanisme, construire et mettre en usage le lieu. À chacune de ces étapes, il faut trouver un consensus entre les différentes parties prenantes qui vont intervenir dans les décisions. Donc c'est des temps énormes, donc ça produit de la vacance urbaine. Cette vacance urbaine, exemple pêle-mêle, ça peut être une friche industrielle avec un sol pollué, une ancienne usine désaffectée, comme ici dans la limite des Calanques. Ça peut être aussi à plus petite échelle, une maison individuelle avec une succession qui se passe mal et elle est bloquée pendant 10 ans. Voilà. Bon, ces délaissés urbains, ces vacances urbaines, elles sont considérées la plupart du temps, ou anciennement, c'était considéré comme des problèmes.
C'est-à-dire le propriétaire ou le futur propriétaire, son enjeu c'est de le sécuriser. C'est un endroit où quand il n'est pas utilisé, pas exploité, potentiellement il peut représenter un risque d'usage non contrôlé, dangereux, interdit, voire d'être squatté. Voilà. Et donc finalement nous on ne voit pas ces endroits comme des lieux de risque, mais on les considère plutôt comme des opportunités en fait. On les considère comme des opportunités où la pression pendant un temps, même si la temporalité est courte, il y a une pression qui est moins grande et on les utilise, on les considère comme des espaces de possibles et des lieux d'expérimentation d'usage. Et donc là, moi, je vais vous montrer 4 failles dans lesquelles on a pu rentrer, qui sont à différents stades du développement de l'association, qui permettent un peu de comprendre comment on a commencé à construire une pensée autour de notre action, sachant qu'au départ, on a surtout mis pied dans une porte, et on est d'abord rentré dans une faille avant d'intellectualiser nos pratiques. Donc la première faille, c'est en 2013, c'est une année importante pour Marseille parce que Marseille est capitale de la culture. Donc c'est un grand événement culturel avec un programme qui est institutionnalisé avec des financements. Et puis nous, on s'inscrit dans le off de ce festival en disant il manque des espaces d'accueil. Qui peut participer à ces événements-là si on n'est pas logé? Donc on va commencer par faire un camping et en fait ça va être un prétexte à faire une mini-ville expérimentale où on va tester plein de choses. Donc où est-ce que ça se situe? C'est l'Estac, c'est au nord de Marseille, c'est vous voyez, entre Saint-Charles et l'Estac, il y a 10 km de côte qui est non accessible au public parce que c'est le port. Et donc c'est les premiers moments où c'est le premier accès des quartiers nord à la mer. Au départ, on a ça, on arrive à négocier finalement une autorisation d'occupation temporaire sur 8 mois. Donc on ne paye pas, on n'a aucune obligation, si ce n'est de rendre le site libre, et on a ça, c'est-à-dire rien en fait. Et là-dessus, on va générer un projet qui est franchement pas très contrôlé. Ouais. C'est juste en dessous là. C'est à quel moment? C'est là? C'est là que ça se met. On l'a dit. C'est juste là, c'est bon? Normalement, c'est bon. Et donc finalement c'est une expérience fondatrice pendant laquelle avec des dizaines et des dizaines de bénévoles, on s'est tous rencontrés en fait autour de ce moment-là. On s'est mis à construire une ville qui devait mini-ville avec toutes les intentions qu'on avait, c'est-à-dire essayer de faire avec des modalités de conception frugale, du réemploi, de l'écologie, amener du travail social au maximum dans la mesure du possible construire ça et l'exploiter avec beaucoup de fêtes. Donc ça a été un départ un peu flamboyant. Il y a eu 50 000 personnes qui sont passées sur le site. On était systématiquement 50 personnes bénévoles à travailler sur le projet. On a accueilli, c'était en moyenne une centaine de personnes par nuit, des gros événements, une cantine, une buvette et des conférences liées à l'architecture et à l'urbanisme, mais aussi du travail avec les associations locales sur des petits ateliers pédagogiques. Bon, tout ça, c'était encore une fois pas très maîtrisé, mais on a réussi par miracle à générer assez de finances, enfin assez d'autofinancement pour finir quasiment à l'équilibre. À la fin des 8 mois, on démonte tout le projet, on vend ce qu'on peut vendre et on fait une grande braderie avec les matériaux qui restent. Et ce qui reste à la fin, c'est une capacité une équipe qui a une capacité de travailler ensemble, avec des savoir-faire très différents qui vont de la cuisine à la construction, au travail social. Et tout ça, c'est possible parce que, d'abord, on génère des revenus, parce qu'il y a un travail qui n'est pas rémunéré, et parce qu'on arrive à travailler en faisant des partenariats, en bénéficiant du contexte de capitale de la culture, on arrive à monter des partenariats avec des entreprises qui nous donnent des matériaux, qui nous prêtent des échafaudages comme on voit là, qui reviennent dans la chaîne de production par la suite. Donc ça a été possible, mais ça a surtout généré énormément d'énergie d'équipe et une certaine visibilité relative, mais aussi controversée, puisqu'on a fait ça trop vite. On n'a pas eu le temps de soigner les relations avec le quartier notamment, c'était assez délicat. Je crois qu'il faut que tu essaies de ne pas trop toucher la table. Je la touche pas. Ça n'arrête pas de se Ok. tendre. Donc je ne touche plus la table. Ça c'était un des. On a appelé l'informatique. Ok. Je sais pas, le câble est... Tac. Voilà. Hop. Ouais. Des petits exemples de construction, d'événements avec un professeur important de l'école de Marseille.
Et ouais, ça représente le travail des bénévoles. Ça, c'était le tableau des bénévoles. Donc, tous les jours, il fallait faire du barbecue, nettoyer les toilettes, accueillir des travailleurs, des nouveaux bénévoles, organiser les petits déjeuners, etc. Donc, c'était en fait une organisation et une gouvernance très très partagée et hyper cadrée, mine de rien, finalement. Qu'est-ce que ça a donné aussi? Ça a donné une forme de... Je suis désolé pour ça, parce que du coup, vous voyez rien. C'est le qui s'est décollé. On s'y fait, on a l'habitude. Ah, bam. Alors ça, c'est les grands voisins. Paf. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'on est identifié par la mairie de Paris, donc en 2014. Ils nous identifient pour contribuer à un projet qui a commencé une année auparavant, qui est le projet des grands voisins. Alors, qu'est-ce que c'est? Le contexte, parce que je me concentre sur l'aspect d'émergence politique et urbaine, c'est un ancien hôpital qui n'est plus aux normes, un bâtiment qui n'est plus aux normes, qui fait 3 hectares et demi et qui va être abandonné pendant une durée extrêmement longue, du coup, le temps qu'émerge un nouveau écoquartier. L'association Aurore, qui est spécialisée dans l'hébergement d'urgence, est positionnée dès la fermeture de l'hôpital pour loger un certain nombre de personnes, déjà une petite centaine. Et là, la mairie de Paris s'inquiète de voir ce site se transformer à une forme de pôle de précarité très fort qui apporte une certaine forme de nuisance pour le quartier, voilà, qui est perçu comme ça. Leur intelligence, c'était d'appeler deux associations en renfort, enfin, 2 organisations en renfort. Une qui s'appelle Plateau Urbain, dont le rôle est de mettre à disposition des espaces vacants à destination d'acteurs de l'économie sociale et solidaire et des artisans pour louer des espaces de travail, et à Yes We Camp d'ouvrir les espaces au public, donc accueillir ces publics et administrer des espaces extérieurs. Donc là, on le voit sur la photo, tous les espaces en bleu, c'est les centres d'hébergement d'urgence. En jaune, ce sont les espaces de travail et de location. Et en rouge, c'est les espaces qu'on a aménagés. Et donc tout l'enjeu de ce projet-là, du coup, c'est de faire cohabiter ces hébergés, ces travailleurs et ce public à qui on ne bande pas, qui n'a pas d'étiquette, à contribuer à un projet commun. Donc ça, c'est... Alors voilà, là je vous donne la vidéo. Non, je ne montre pas la vidéo parce qu'on l'a montré tout à l'heure et on a trouvé que c'était un peu lent. Donc on ne la montre pas. Mais non, on la montre pas. Voilà, ça c'est une image de qu'est-ce que ça a pu être, enfin, l'intensité d'usage de cet espace-là. Donc une intensité extrêmement importante. Il y a eu des grands événements, c'était 5000 personnes. Et en général, il y avait 1000 personnes qui cohabitaient sur ce site-là. Donc ça nécessite, qu'est-ce que je veux dire là-dessus? Ça nécessite quand même que ces lieux, la sécurité du public, c'est la base minimale. Et après, il y a une régie au service d'un projet commun qui ajuste et qui modèle l'espace sur toute la durée du projet. Donc il n'a jamais eu la même forme, et le même type d'aménagement. Il a toujours évolué, mais ça, Sonia va vous en parler plus en détail. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce projet-là? Alors, encore une fois, là, je voudrais amener quelques éléments sur le mode de financement. Encore une fois, on nous met à disposition ce site, mais on ne nous rémunère pas pour ça. Donc, ça nous permet d'avoir une grande liberté d'action et de définir les programmes qu'on veut y mettre. Et on amène une sorte d'attractivité au quartier, mais on ne la fait pas payer par quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est en plein Paris et on a expérimenté dès la naissance du projet une capacité d'autofinancement avec la mise en place d'espaces marchands. En l'occurrence, un bar. Là, on est en plein Paris. Les gens, ils ont plutôt des revenus qui vont bien à Paris. Donc, on était capable d'envoyer des hectolitres et des hectolitres de bière. Ça a été un prétexte. Enfin, au départ, ça nous a beaucoup servi, mais ça a permis tout ça permettait de payer une base une petite dizaine de personnes qui étaient là pour faire fonctionner ces unités marchandes. Mais ça découlait sur une vingtaine d'autres boulots qui étaient pour le coup moins soumis à des pressions financières. Donc grâce à cette activité-là, ça nous a permis de payer des graphistes, payer des gens responsables de la programmation culturelle et artistique, payer des gens qui faisaient du lien avec les hébergés, avec des prototypes architecturaux, enfin des cafettes mobiles qui allaient à la rencontre des habitants, ce genre de choses, ce genre de dispositifs, ces formes de générosité financées par un modèle économique principalement basé là-dessus. Dans la phase, donc le projet, ça c'était la phase numéro 1. Phase numéro 2, il a un petit peu évolué, parce que le projet urbain a évolué, il a grandi, il a commencé à se bâtir, les espaces sont un peu réduits,
Mais là, on s'est dit, bon, ok, c'est cool de pouvoir financer ce projet en autofinancement en grande partie grâce à ces ventes marchandes, mais il faut bien bosser. Et ça, c'est du boulot, en fait, c'est pas de l'activité. Voilà. Et donc, on a réussi à créer un modèle économique, notamment par la mise en place d'un budget commun qui recevait les formes de loyer de tous les occupants, donc les hébergements d'urgence, le bar qui fonctionnait, qui payait un loyer, et les activités, les ateliers et les bureaux. Et cet argent en commun permettait d'une part payer les charges, mais aussi payer un certain nombre de salaires, des fonctions de support qui permettaient de faire tourner tout ce lieu, en termes de maintenance, de programmation et de... Oui. Et Pourquoi vous n'êtes pas tourné vers des demandes de subvention? Est-ce que c'était un choix de votre part ou est-ce que c'était juste pas possible de... Alors, je pense qu'au départ, on n'avait pas la maturité, la crédibilité pour y arriver. Et donc, c'était un peu délicat, il fallait qu'on fasse nos preuves, je pense, en grande partie. Pour la petite histoire, on a quand même démarré ce projet avec une subvention de la ville de Paris qu'on n'a jamais eue. Je ne sais plus de combien elle était, mais en gros, au moment de passer au niveau du vote des budgets, finalement, on nous l'a enlevé. Et du coup, c'est aussi pour ça que nous, on a commencé, le premier aménagement qu'on a fait, c'est l'aménagement du café-restaurant La Lingerie qui est à l'entrée du site, qui nous permettait de générer nos revenus. Donc ça, c'est une anecdote. Et après, effectivement, il y a une question de crédibilité et de compréhension des pouvoirs publics sur le type de projet qu'on propose. En fait, personne ne comprenait très bien ce qu'on faisait. Et même nous, on avait du mal, je pense, à bien établir et à faire comprendre aux autres ce qu'on pouvait produire. Et donc, tant qu'on n'avait pas passé cette étape-là, on ne pouvait pas demander des subventions pour un projet clair, puis que les autres comprennent un peu les bénéfices de ce qu'on produit, quoi. Et on ne savait toujours pas parler du projet à cette époque-là. Donc on n'avait pas beaucoup de recul. Mais je crois que sur la deuxième phase du projet, un peu réduit avec des financements du budget commun, je crois qu'on était plutôt à 70-30 en financement. 70% d'argent généré et 30% de subventions. Je ne suis pas sûr. Mais à la base, on était plutôt à 90-95% Ouais, de quasiment rien. financement, quoi. Mais donc du coup, on s'est rendu compte de ces métiers d'intérêt général, en fait, qu'on a commencé à pouvoir valoriser. Ça nous amène sur d'autres projets et d'autres failles dans lesquelles on s'est inséré, dont les cadres étaient de plus en plus favorables. Voilà. Mais alors, ce qui s'est passé, c'est que parallèlement aux grands voisins, il y a une autre faille dans laquelle on s'est inséré. Et du fait de la certaine assise de notre confiance en fait, notre capacité à générer des financements, on s'est lancé sur des projets beaucoup plus risqués à Marseille, qui est le projet Foresta. J'ai travaillé 5 ans dessus. Alors là, c'est particulier. Autre faille spatio-temporelle, c'est une ancienne tuilerie. Donc c'est une ancienne zone d'extraction d'argile, un terrain de 16 hectares, qui est une enclave dans une enceinte plus grande de 26 hectares, qui est une ZAC. Et en 1994, la ville a décidé d'arrêter l'extraction de matières premières en centre-ville, et parce que l'industrie tuilière s'effondrait complètement. Et ils ont décidé de construire un centre commercial qui allait générer de l'emploi et dans les parties non bâties, de faire un parc animalier sur l'image du zoo de Thoiry. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est un parc animalier exotique dans les Yvelines qui marchait à fond à cette époque-là. Et bon, ce parc animalier n'a jamais existé. Par contre, il y a une friche de 16 hectares qui a été abandonnée pendant toute cette période-là et des activités s'y sont développées. Il y a eu des expériences traumatiques sur le site, parce qu'il y a des effondrements de sol, parce que le remaniement des terres de la carrière d'argile a créé des infiltrations d'anciennes sources, et un cinéma s'est effondré, et donc tous les opérateurs étaient très anxieux par rapport à ce site, et la ville ne s'est pas positionnée pour racheter le terrain à la ZAC, comme ça aurait pu être assez logique, 16 hectares en plein quartier nord, peut-être qu'on peut faire un parc, quoi. Non, ils ont pas fait ça. Ils l'ont donné d'abord à l'assureur, qui l'a gardé comme ça pendant 8 ans, je crois, et ça a été racheté par un entrepreneur privé qui a acheté du coup 26 hectares, avec 10 hectares constructibles, dans lesquels il a développé des activités économiques rentables, et 16 hectares sur lesquels il ne savait pas comment s'y prendre. Sachant qu'il y a 15 feux par an, des bagnoles brûlées, des motos, des combats de chiens, enfin c'était la grosse ambiance quand même là-bas. On est arrivé là-dedans comme ça, on nous a dit est-ce que vous pouvez pas faire un camping? Parce qu'ils nous connaissaient de 2013.
On a dit bon, peut-être pas, peut-être qu'on peut faire un peu mieux. Et donc on a passé quasiment 2 ans à faire un diagnostic territorial avec des acteurs locaux. D'abord grâce à une association qui s'appelle le GR 2013, c'est un sentier métropolitain qui avait une connaissance très fine des différents acteurs de ce coin-là, qui ont monté des coopératives d'habitants pour faire une sorte d'Airbnb parallèle qui est assez intéressant. Et donc ça nous a permis, à partir de cet acteur-là, d'aller rencontrer les associations, les CIQ, donc les comités d'intérêt de quartier, les entreprises locales, les écoles, et de débaucher une forme de projet. En termes de méthode, on a d'abord rencontré ces acteurs, on les a convoqués autour de grands événements festifs, et essayer de dresser une forme d'intention d'usage minimale en observant ce qui existait déjà, la force en présence. Donc la force en présence, c'était surtout l'aspect nature et l'aspect pratique sportive, et essayer de faire émerger un projet collectif qu'on a appelé Foresta, émergence collective d'un parc métropolitain. Voilà. Bon, tout ça, c'était des intentions quand même très ambitieuses, mais pour les mettre en place, on a essayé de le structurer et on a allé, alors pour le coup, demander des financements. Ce parc, c'est la zone verte foncée. À l'intérieur de cet espace, on a défini une zone jaune qui était propice au déploiement d'activités de plein air. Et donc nous, on a monté un dossier de financement pour pouvoir accompagner des porteurs de projets locaux qui allaient être des co-aménageurs de cet espace-là, dans cette zone. Et en se rendant compte avec les difficultés de ce site, qui sont des difficultés climatiques quand même hyper rudes, très exposées au Mistral, au soleil, etc. Il fallait quand même un endroit de repli qu'on n'avait pas, et donc il n'y avait pas de bâti. Ce qu'on avait au grand voisin, on ne l'avait plus du tout, donc il fallait quand même une base solide. Donc on a eu un budget de financement sur un bâtiment pérenne, entre guillemets, et une démarche beaucoup plus souple, qui est celle d'accompagner des porteurs de projets. Concrètement, ces porteurs de projets, c'est un ranch avec une trentaine de chevaux, des rings de boxe qu'on a fait avec une association de boxe de la Castellane, de la cité de la Castellane, un jardin de permaculture, une ludothèque qui fait des prêts de jouets le week-end, et puis des événements. Voilà. Ça se passe comme ça, c'est comme ça que ce parc s'est aménagé. Ça, c'est le bâtiment qui n'a jamais été construit, donc la maison du parc. Pourquoi ça n'a pas été construit ? Et bien là, on s'est un peu pris les pieds dans le tapis parce que finalement, on avait des financements publics importants. Néanmoins, le cadre qu'on avait défini, c'était une convention d'occupation temporaire de 8 ans, avec un propriétaire qui n'avait aucun intérêt, qui n'avait pas envie de servir l'intérêt collectif en fait. Et ces 8 ans, ils ont beau être validés par des financeurs publics, le propriétaire n'est pas spécialement d'accord, et les politiques, enfin les institutions, ne se sont pas positionnés comme soutien fervent au projet. Enfin, en tout cas, ils trouvaient ça super ce qu'on faisait. Mais encore une fois, c'était sur plein de petites briques. Sur le volet insertion, sur le volet écologie. Mais le projet global finançable par une ligne de financement prédéfinie, elle n'existait pas. Donc, pas évident. Et donc aujourd'hui, ce projet, voilà, ce qu'on a appris, c'est qu'on a constitué une association d'usagers existante. Et on leur a transmis le projet, mais sachant que le bâtiment ne pouvait pas être construit, tout le modèle économique est remis en cause. Et donc on reste dans une version plus dégradée du projet, à minima, avec des activités de plein air qui se passent, mais sans l'infrastructure solide et qui aurait permis une mise aux normes du parc pour son accessibilité et un modèle économique un peu moins fragile. Donc voilà. Dernière faille, c'est le parc aujourd'hui, voilà, avec toutes les activités qui sont développées et les aménagements généraux à l'échelle du site pour le faciliter. Voilà, ça c'est ce qu'on a construit. Tac, tac, les jeux. J'aurais pu. Et dernière faille, c'est celle de Coco Velten. Alors Coco Velten, c'est extrêmement différent. Le contexte urbain politique est plus favorable pour nous. C'est un site qui appartient à l'État et qui doit être vendu à la ville. Mais l'État et la ville ne sont pas d'accord sur le prix d'achat, mais ils sont d'accord ensemble pour tester une expérimentation dans ce moment où ils vont devoir négocier un nouveau prix d'achat, etc. Donc là-dessus, il y a un laboratoire d'innovation des politiques publiques qui se met en place et qui nous fait presque une commande de dupliquer l'expérience des grands voisins sur le site de Coco Velten en plein Marseille. Donc on reprend un peu le même type d'acteurs. Yaspucamp comme coordinateur général du projet des espaces communs,
plateau urbain pour des locations d'espaces de travail. Et là, c'est plus Aurore, c'est SOS, c'est une autre association qui travaille sur l'hébergement d'urgence, qui accueille 80 personnes sur site. Et chacun a en gros 1000 mètres carrés. Sauf que c'est beaucoup plus petit que les grands voisins. Mais là, on arrive à faire financer les fonctions socles et on arrive à générer une économie aussi par la location d'espace et une petite cantine. Mais on a une échelle qui n'a absolument rien à voir avec les grands voisins. Là, c'est l'affectation des différents espaces que je vous montre et, voilà, et le type d'aménagement que ça peut donner à l'intérieur. Donc on est sur une période de 3 ans seulement, pour le coup. Donc on est dans des aménagements vraiment légers, le minimum qu'il faut pour permettre l'usage. Mais l'espace, l'architecture n'est pas une fin en soi, c'est vraiment qu'un outil. Et qui a aussi été transformé beaucoup en fonction de l'évolution des usages. Ce bâtiment, les limites de ce projet-là, c'est que le bâtiment il est moins grand, moins vaste, il y a moins de marge de manœuvre qu'au grand voisin, où on a des espaces extérieurs géants, et là on est dans 3000 m², un tout petit extérieur, donc il s'y passe quelque chose, c'est d'une ampleur moindre, et il n'y a pas une fréquentation aussi importante qu'au grand voisin, avec une possibilité d'économie. Ça c'est un des espaces communs qui est mis à disposition dans cette cantine. Vous voulez voir le plan plus en détail? En bleu, les 1000 m² d'espace dédiés à de l'hébergement d'urgence. En rouge, des espaces techniques, c'est pas très important. En jaune, des espaces de travail ou des espaces d'activité. Et en vert, les espaces collectifs. Donc une cantine au rez-de-chaussée et une grande halle, qui est la partie striée, là, qui est à la fois privatisée pour les pour les gens qui ont des locaux et des acteurs extérieurs, et mis à disposition à des associations à titre gracieux. Et donc du coup, l'enjeu, c'est que ce site, les espaces soient utilisés tout le temps. C'est un peu le leitmotiv. Ces espaces sont vacants. Les conditions d'accueil ne sont pas une prestation, ne sont pas nickel. Par contre, il faut que ça vive, ça vive, ça vive. Et c'est ça, la richesse du projet vient de l'intensité d'utilisation des lieux quand même. Voilà, ça c'est un peu Coco Velten, le dernier projet et les différents aménagements qu'on a mis en place à l'intérieur et qui sont des supports de dispositifs d'interaction entre les différents acteurs du projet. Des hébergés, là c'était pendant le confinement, la cantine était fermée, c'est devenu un lieu de production alimentaire, on a fait des colis, avec notamment des gens qui étaient hébergés, qui trouvaient une place, avec un dispositif d'insertion une valorisation assez forte de leur rôle, quoi. C'est plus des personnes qui sont assistées, mais des personnes qui sont coproducteurs du lieu. C'est quelque chose qui est venu dans l'ingénierie du lieu, en fait. Ouais, et c'était une opportunité, quoi. Il y a un moment où il y a un espace qui est vide, qui ne fonctionne pas, il y a un besoin qui existe, on a un outil, et on essaie de tout faire pour... on a cette possibilité de flexible, on est assez flexible pour pouvoir le réinventer l'usage. Et cette petite image, ça montre, ok, à la fin de ces 3 ans, qu'est-ce qui se passe? Et ce projet, il marche pas mal. Il a une vitesse de croisière qui fonctionne. Aujourd'hui, la mairie n'est plus si sûre que ça de vouloir le racheter, ou en tout cas... et donc là, on se pose la question de comment continuer ce projet-là dans le temps long. Donc on réfléchit à comment mettre en place des dispositifs de rachat du bâtiment et de créer une entité propre qui soit capable de gérer cet espace-là et d'éventuellement le faire continuer à évoluer. Peut-être que le rôle de Yes We Camp s'arrêtera un moment d'ailleurs, parce que le projet continue. Une petite transition vers toi. C'est quoi? Qu'est-ce que je voulais dire une fois que je t'ai fini ça? Je sais plus ce que je voulais dire. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade-là de la présentation. Ouais. Moi, je me demandais comment est-ce que l'association, atelier, agent, je ne sais pas trop comment appeler ça, mais est-ce que c'est une résultante de l'action de créer un camping? Enfin, j'arrive pas vraiment à saisir. Ouais. C'est vraiment autour d'un événement. C'est d'abord En fait, au début, on n'était pas une association, on était le camping 2013. C'était un camping. C'était un camping créatif, festif, qui tentait... On avait des intuitions qu'on ne savait pas vraiment exprimer, mais globalement, des jeunes professionnels qui avaient envie d'essayer en vrai, en mettant les mains dedans. Et les professionnels avaient déjà des horizons professionnels assez larges. Donc du coup, ça a permis d'être créatif sur la question des modèles économiques, des questions architecturales, des questions d'interaction avec le public et d'ouverture au public, parce que voilà, pour ouvrir au public, on a quand même beaucoup de contraintes, et comment avec l'architecture, la régie et les modèles économiques, on arrive à avoir des choses qui tiennent la route, qui arrivent à être stables et sécures. Okay. Voilà. Vous connaissiez avant ou...
Non. Vous avez répondu en fait ensemble mais de manière séparée à un appel à projet. Non, et c'est plutôt. Alors, l'origine, c'était un groupe. Il y avait un groupe d'architectes historiques, mais qui n'avaient pas les capacités opérationnelles à mettre ça en place et qui avaient déjà peut-être 5 ou 6 ans de plus. Il y avait déjà des débuts d'agence, donc ils n'étaient pas prêts à tout abandonner pendant 8 mois sans être payés sur un camping en plein cagnard. C'est pas possible ça. Par contre, ils ont trouvé des personnes fédératrices à qui ils ont transmis un peu le bébé, notamment celui qui a été le directeur pendant longtemps de l'association, c'est Nicolas Détry, qui connaissait, qui est il a fait une école de commerce avec une spécialisation d'urbanisme, lui, et il était en lien avec quelqu'un qui était assez installé dans les institutions marseillaises et qui a réussi à nous coopter pour obtenir cette autorisation d'occupation temporaire sur 8 mois sur un bout de friche dont personne ne voulait. Voilà. Une fois qu'on avait ça, la mayonnaise a pris parce que c'était une aventure humaine aussi, quoi. Il y a un peu un mythe on s'est raconté une histoire en étant à 50 sur un terrain comme ça, il s'est passé quelque chose, et à la fin, on s'est dit, bah ouais, il s'est passé quelque chose là en fait, c'était plus qu'un succès. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Et ça, on s'est créé. Là. Mais pour répondre à ta question aussi, pour rebondir, en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de collectifs qui se montent plutôt une bande de copains qui aiment bien travailler ensemble et ensuite qui font des projets. Là, c'est plutôt un projet, et puis il y a des gens qui se sont retrouvés autour de ce projet-là. Mais personne ne se connaissait à la base, quoi. À part ces 3 personnes-là, fondatrices de l'association. Mais voilà, du coup, c'est comme ça que moi je suis rentrée. Je connaissais personne dans l'association et je suis rentrée parce que le projet me parlait. C'est pas très personnifié du coup. Enfin, là, on est 2, mais en fait, on pourrait être plein d'autres à venir présenter le projet. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On continue? Combien de temps sur Coco-Velten vous avez mis pour faire le diagnostic? 2 ans d'un côté sur Foresta et là-bas il fallait aller. Foresta, c'est un diagnostic continu. Ouais, c'est ça, Presque. c'est Ouais. le projet du diagnostic. J'ai bien Ouais, compris, donc du coup, là, avec des conditions plus favorables, Coco-Velten, c'est sorti en 2 mois, on avait les premiers financements, et en 6 mois, on ouvrait presque. Ouais, c'est 6 mois, je dirais. Ah ouais. Amiante compris. Ah ouais. Problématique d'amiante comprise. Donc Ah ouais. ça nous a Là, ça n'a ralenti. pas traîné, quoi. Ouais. Ça n'a pas traîné. Mais on a ouvert brut de décoffrage aussi. Ouais. On est souvent dans des chantiers, chantiers ouverts. On considère que le camping était un chantier ouvert continu presque. Le camping, ça a duré combien de temps entre le début du projet et... 8 mois, avec un prototype qui avait eu 8 mois d'ouverture. 5 mois d'ouverture et 8 mois en tout. Ouais, donc avec la conception du projet, depuis le début. Ouais, la conception, c'est une notion un peu floue parce que il y a un appel à candidature. Il y a quand même eu des choses. Il y a un appel à candidature pour faire venir des constructeurs de partout. Voilà. Moi, je suis venu comme je suis venu comme ça, en faisant une construction. Puis finalement, au bout de 2 jours, tu faisais partie de l'organisation, en gros. L'organisation. Ouais, c'est un grand mot. Mais ça a changé. Maintenant, on est carré. Je sais plus s'il y avait une... Ouais. Je me demande dans les projets comme Foresta, non plutôt comme Coco-Velten et les grands voisins, qui sont des contextes très urbains, comment vous arrivez à vous installer dans un milieu qui est déjà avec ses flux, ses accords, ses accords sociaux entre parties, entre entreprises, entre habitants, et comment vous les transformez après? Qu'est-ce qui reste à dire? Alors, je n'arrive pas très bien à répondre à cette question. Par exemple, pour vous installer dans le quartier des grands voisins à Paris, comment est-ce que vous arrivez en fait à comprendre le territoire? Je ne sais pas si vous êtes de cet endroit-là. Ouais, si je peux te répondre, alors c'est hyper différent selon les contextes, Ouais. mais globalement, c'est pas des études dans le bureau, c'est des études en direct. Donc Foresta, ça va être d'abord des rencontres. C'est d'abord des rencontres avec des gens, puis des mini moments d'hospitalité où on a un peu, venez faire un pique-nique, on discute. Puis après, c'est plus un pique-nique. Venez, on va construire une petite. On améliore la base vie, l'endroit rassembleur. On prend soin de l'endroit rassembleur et c'est de là que ça part en fait.
et dans un site comme les Grands Voisins, c'est assez différent. Il y a déjà des murs, mais c'est aussi pareil. C'est commencer par un lieu d'accueil. Enfin, c'est quand même en faisant En fait, sur un le projet des atelier. Grands Voisins, il y avait tellement de monde sur site qu'il a fallu déjà essayer de travailler avec les gens qui étaient sur site. Donc on a quand même beaucoup mis dans les premières années de l'attention à faire se rencontrer et se dialoguer les gens qui habitaient et travaillaient sur le site. Et la relation à l'extérieur, elle est venue après. Effectivement, c'est plutôt avec des dispositifs sur le terrain, quoi. Donc, c'est pas, enfin, on n'est pas des spécialistes de la médiation avec les publics, mais du coup, on le fait un peu de manière intuitive. On avait notamment une sorte de cafette mobile où on distribuait du thé et du café, puis on présentait le programme au quartier, on collait des flyers, on participait aussi aux réunions publiques pour avoir une présence dans le quartier. Puis en final, c'était aussi beaucoup les associations qui venaient sur le site proposer des choses, ou louer des locaux, ou proposer des activités, ou participer aux activités. Et c'est dans le site que la rencontre se faisait, quoi. Un peu Je sais comme pas si- un super citoyen, enfin, quelqu'un avec un sentiment de citoyenneté démesuré, qui va se prendre un peu à tous les actions du quartier. Ouais. Ouais, mais c'est pas nous en tant que personne, c'est encore une fois c'est En le tant que projet, en ouais. tant que projet. Donc du coup c'est la dynamique, elle existe que parce qu'il y a beaucoup de gens qui participent et qui donnent un petit peu. Il faut coordonner ces énergies collectives et les rendre, les spatialiser, etc. Enfin, tout plein d'outils. Enfin, ça se décline après, mais du coup ouais, c'est pas en tant que personne. Oui, le projet est une personne. Je vais continuer la présentation si ça vous va, puis on reprendra les échanges après. Donc ce qu'on a dit, moi ce que j'ai dit un peu en début d'intro et puis ce que a continué de raconter Gauthier, c'est que dans l'association on porte plein d'ambitions dans nos projets. Ça va de la production locale à l'apprentissage, la culture, l'accueil des plus fragiles, la relation au vivant. Et pour porter ces ambitions-là, du coup, on a dans le collectif plein de métiers qui prennent un spectre assez large. Donc c'est ce que je vais vous présenter là, c'est un peu comment fonctionne l'association. Donc ça c'est un organigramme à un moment donné du collectif. À ce moment-là on était encore 40, maintenant on est plutôt 100. Mais ce qu'on voit c'est qu'il y a un peu un noyau un peu central qui est la structure de l'administration et la stratégie, autour desquels gravitent beaucoup de métiers. Il y a un pôle graphisme, un pôle programmation, un pôle art, un pôle espace et aménagement, c'est la grosse patate qu'on voit en bas. Et puis autour de ça, il y a des projets, des bulles projets, dans lesquels on va retrouver les métiers que j'ai énoncés juste là. Et donc ces métiers-là, en fait, ils vont aider à... Enfin, l'idée de ces métiers, c'est qu'à travers ces métiers, on va porter les ambitions chacun dans ses métiers, et puis ensuite on va travailler ensemble pour porter ces ambitions. Pour vous aider aussi un peu à comprendre nos métiers dans les projets ou nos missions dans les projets, on dit souvent qu'on tient 4 rôles dans nos projets. On tient le rôle de syndic, donc ça veut dire la gestion des loyers et des fluides sur le site. On tient le rôle de concierge, donc ça veut dire être à l'accueil du projet et puis recenser aussi les besoins du projet. Être l'animateur de communauté et puis être à la coordination générale du projet et de la relation vers l'extérieur. Et du coup, tous ces métiers-là, ils portent du coup ces ambitions et ces missions au sein du projet. Donc là, nous, ce qui va nous intéresser dans cette partie, c'est comment le pôle aménagement de l'espace, on va dire, comment nous, en tant qu'architectes, on va traduire ces grandes ambitions dans les projets et comment ça va se matérialiser en termes d'aménagement de l'espace. Merci. Et donc pour matérialiser ce point-là, pour comprendre un peu ce point-là, une des grandes ambitions en fait que porte l'association, une des premières grandes ambitions, c'est l'accueil des publics, l'accueil des différents publics sur un même endroit. Donc là, je vais repartir sur le projet des Grands Voisins que Gauthier vous a présenté. Donc 3,4 hectares de 2015 à 2020, accueil d'un centre d'hébergement d'urgence sur le site. Et ça, c'était quand même une vocation qui était assez ambitieuse pour la mairie et la mairie de quartier, c'était d'accueillir un centre d'hébergement en plein cœur de Paris. Du coup, elle a voulu en faire en sorte que le centre d'hébergement ne fonctionne pas en vase clos. Et donc, elle a fait appel à Plateau Urbain pour accueillir des artistes et artisans et à nous, Yasuicamp, pour l'activation et l'aménagement des espaces publics. Du coup, c'était assez ambitieux. En fait, l'idée, c'était de dire, sur un même site, tous ces publics-là
ils vont se côtoyer, se rencontrer, échanger et fonctionner ensemble pendant 2 à 5 ans. Et donc nous, on avait cette mission-là d'aménagement des espaces extérieurs, d'aménagement des espaces communs et d'activation des espaces communs. Et un des endroits qui est assez emblématique dans cette question de l'accueil des différents publics et de mixité des publics, c'est la lingerie qu'on voit qui est à l'entrée du site, qui est là en jaune, qui est l'ancienne lingerie de l'hôpital et qui est devenue le café-restaurant / salle de concert du site, quoi. Donc là, on a une photo intérieure de la salle de la lingerie. Donc l'idée dans cette salle-là, c'est de pouvoir vraiment accueillir tous les différents publics qu'il y avait sur le site. C'était vraiment le foyer du projet. Et donc accueillir des publics, qu'est-ce que ça veut dire ? Nous, on va jouer sur différents, disons, dispositifs, différents niveaux de projet pour permettre ça. D'abord, ça va se jouer en termes d'aménagement de l'espace. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment d'ouvrir au maximum l'endroit, d'avoir le moins de seuil possible pour que les gens se sentent vraiment tout le temps invités à entrer dans l'endroit. Ça va se jouer aussi en termes de graphisme, ou on va dire du design d'espace. L'idée, c'est qu'on essayait... pardon, c'est plutôt l'image d'avant, mais l'idée, c'est qu'on essayait de créer un environnement qui était un peu loin de la salle d'expo, on va dire, qui était un peu un endroit très propre ou un peu neutre, mais plutôt de créer un endroit assez chaleureux, familier, où tout le monde se sente plus ou moins accueilli dans ces endroits-là. Et puis du coup, ça va se jouer aussi en termes de signalétique. Là, ce que vous voyez ici, c'est le totem qui était situé à l'entrée du site, où il y a des mots de bienvenue, des mots de fonctionnement, des mots d'explication de comment fonctionne le site, etc. Et donc ça, on va apporter une attention particulière à toute la signalétique qu'on va mettre sur le site pour... encore une fois, faire en sorte que les personnes qui entrent sur le site se sentent accueillies. C'est les règles du jeu pour que les gens se sentent maximum autorisés à faire, quoi. Ouais. Et après, ça va se jouer en termes de dispositifs. Et c'est là où en fait, les questions d'aménagement de l'espace, elles vont toucher d'autres questions, qui sont là des questions de programmation et notamment de programmation de restauration, on va dire. On a des dispositifs qui permettent on va dire, d'accueillir vraiment le plus grand nombre. Donc il y a les programmes de café suspendu. Je ne sais pas si tout le monde connaît ce système, c'est assez simple. On achète un café, on peut acheter un café en plus pour son voisin. Et l'idée, c'est que du coup, c'est un café suspendu que la prochaine personne puisse prendre. On a aussi mis en place plein de micro-ondes dans notre café-restaurant. L'idée, c'est de dire, vous pouvez venir, vous n'êtes pas obligé de consommer. Vous pouvez venir réchauffer votre plat et puis tout le monde est le bienvenu pour profiter de l'endroit, quoi. Et puis après, on a une attention aussi qui est apportée vraiment à la carte de ce qu'on propose. On a une attention, il y a toute une équipe de restauration qui travaille vraiment sur la recherche de produits bio et locaux pour, disons que ce soit en cohérence avec nos valeurs. Et puis pour essayer de tirer vraiment les prix vers le bas pour que les plats soient accessibles à toutes et à tous, quoi. Donc à la fois, on essaie de proposer des plats de qualité, on va dire, qui vont plutôt convenir, on va dire, aux bobos parisiens. Et puis, d'un autre côté, on va essayer de tirer un peu les prix vers le bas pour que ce soit accessible à toutes et à tous. Donc voilà, on essaye de créer un espace accueillant qui puisse accueillir le plus de diversité des publics. Et puis, on va aussi essayer de créer ce qu'on appelle un espace partagé, au niveau notamment de la cuisine de la lingerie. Et c'est un outil qu'on a voulu mettre à disposition à toutes et à tous, pas qu'aux restaurateurs, aux cuisiniers de notre équipe, mais aussi aux autres structures du site, et même à d'autres assos venant de l'extérieur pour venir profiter et utiliser cet outil. Et créer un espace partagé, c'est un peu compliqué. On se dit que ça peut être assez simple, mais en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on donne les clés à plusieurs gestionnaires. Et en fait, en général, un endroit, il y a un gestionnaire qui s'occupe de l'endroit. Et du coup, de donner les clés à plusieurs gestionnaires, c'est assez singulier. Ça demande, en termes d'aménagement d'espace par exemple, de faire en sorte que l'endroit soit appropriable par tous, et donc soit facilement compréhensible. Je sais pas, je vais vous donner un exemple bête, mais il faut que les outils soient assez disponibles, apparents, étiquetés, pour que la personne qui n'a jamais pratiqué cet endroit puisse vraiment utiliser la cuisine facilement. Et puis ça veut dire aussi, en amont, nous, écrire pas mal de process d'entrée et de sortie des lieux
pour que la personne suivante, ensuite, elle puisse facilement utiliser l'endroit. Et puis ça demande un temps de visite en amont. Voilà. Donc voilà, on a mis en place un ensemble de dispositifs pour permettre cet espace partagé. Qu'est-ce que je voulais raconter d'autre? Ah voilà, et du coup, une fois qu'on a mis en place l'ensemble de... Une fois qu'on a aménagé la lingerie, qu'on l'a mis en fonctionnement, ce qu'on va faire, c'est que ce soit la lingerie ou d'autres endroits comme ici la chaufferie, on va observer les usages et on va voir comment l'aménagement de l'espace, comment l'endroit réagit au fur et à mesure du temps. Et donc, on va faire ce qu'on appelle un travail d'itération, donc de transformation de l'espace par l'observation des usages dans nos lieux. Donc, un des exemples d'itération qui est un peu... le plus abouti, ouais, le plus parlant, c'est l'exemple de la chaufferie qui était aussi à l'entrée du site, à côté de la lingerie, et qui, elle, a eu vraiment 4 usages en 5 ans d'existence. Et donc, au début, là, ce qu'on voit dans cette image, c'est un peu les 4 usages qu'elle a eus. En 2015, c'était les bureaux de l'équipe, ce qu'on voit en haut à gauche. Ensuite, ça a été l'accueil du camping des grands voisins, qui a été un camping qu'on a ouvert pendant 2 saisons. Ensuite, on l'a transformé, c'était devenu un bar et une buvette. Et au final, c'est devenu la boutique des grands voisins, c'est-à-dire c'était l'endroit où on mettait en vente les productions des structures, Des artisans. des artistes et artisans qui étaient sur le site. Ouais. Et en fait, pour permettre cette transformation itérative d'un endroit, eh ben, ça demande d'avoir une observation fine des usages et ça demande d'avoir une équipe, en tout cas nous c'est notre manière de faire, d'avoir une équipe permanente sur le site qui est là au quotidien pour bien comprendre comment fonctionne l'endroit. Et en fait sur le site, nous on était environ 40 personnes qui travaillaient tous les jours quotidiennement sur le site. Et il y avait aussi 10 personnes qui logeaient sur le site pendant toute la durée de l'occupation. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important pour nous, c'est que ça nous permet, à notre sens, de pouvoir bien comprendre le fonctionnement du site, mais en dehors aussi des horaires d'ouverture au public. Notamment, le site ouvrait en gros de 9h à 18h, voire à 23h quand il y avait de la programmation. Et en fait, le fait qu'il y ait une équipe sur le site H24, ça permettait vraiment de comprendre ce qui se passait après la fermeture au public et d'avoir des discussions informelles, notamment avec les habitants du site qui, eux, dormaient là, quoi. Et pour nous, c'est une manière d'être au plus juste de la réalité et des besoins, quoi. Et en fait, ça, quelque part, c'est c'est assez particulier. Parce que du coup, on va concevoir, construire et puis gérer un endroit et puis ensuite on va le transformer en fonction de l'évolution de l'usage. Et en fait, aujourd'hui, dans la fabrication d'un endroit, il y a une maîtrise d'ouvrage qui commande un projet à une maîtrise d'œuvre, qui ensuite conçoit le projet, qui ensuite demande à une entreprise de le concevoir et puis ensuite les clés sont données à un gestionnaire. Mais il y a assez peu de lien qui est fait entre les concepteurs et les gestionnaires. Et puis surtout, il y a assez peu de flexibilité pour ensuite transformer l'espace si on voit que en fait, ça ne fonctionne pas, c'était pas les bonnes proportions, c'était pas les bonnes jauges, c'était pas la bonne esthétique. Ouais. Ouais, juste pour illustrer ça, par exemple, si l'aménagement de cette chaufferie en mode bar était aménagé par le cafetier, ou en tout cas été commandité par le cafetier, elle aurait été plutôt monofonctionnelle. Nous, le fait d'être cette équipe transverse sur site qui vivait et qui valorisait l'usage qu'on lui donnait le jour de buvette, mais peut-être aussi la nuit quand c'était utilisé par des hébergés qui venaient en été sur la terrasse, etc., ça nous permettait de le designer pour des usagers peut-être plus vastes que celles que le commanditaire classique aurait donné, quoi. Ouais. Voilà, non, mais du coup, j'essaie de reprendre. Et du coup, nous, en fait, cette manière de concevoir, construire, gérer un endroit, on pense que ça offre des espaces, du coup, plus justes et plus riches et au plus près des besoins. Je pense que j'ai terminé sur cette partie-là. Alors, là, on passe sur un autre projet. Donc là, c'est une des autres ambitions
Notre association porte, et je pense de manière plus générale que les projets d'occupation temporaire d'urbanisme transitoire portent, c'est les questions de frugalité. Donc frugalité, c'est tenter de proposer des espaces généreux avec peu de moyens. Et donc un des moyens d'atteindre cette frugalité, c'est le travail en réemploi, et notamment en réemploi de matériaux. Et donc pour illustrer ce point, je vais parler du projet de Vive les Grous à Nanterre. Donc là, c'est la photo que vous voyez ici. Vive les Grous, c'est un projet d'occupation temporaire qui dure 6 à 8 ans. C'est une friche de 9000 m² au pied de la Défense. C'est un terrain nu. Il y a 1/3 de dalle en béton, 2/3 de terre-plein, et c'est tout. Et l'idée de ce projet, c'est de préfigurer les usages du futur quartier des Grous, qui est un quartier en grande transformation, en proposant notamment une pépinière d'arbres, qui seront les arbres du futur quartier. Donc nous, on est arrivé sur le site. C'est plutôt l'image d'avant. Il faut s'imaginer du coup un terrain nu. Il n'y a pas de réseau, il n'y a pas d'élec, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de bâtiment, au contraire du projet des grands voisins. Et du coup, on a dû réfléchir à comment faire pour s'installer, comment faire pour proposer des premières activités. Il a fallu qu'on vienne avec un premier abri. Et en fait, en parallèle de ça, nous, on avait des discussions avec l'agence d'architecture autogérée. Je ne sais pas si vous connaissez, ils ont plutôt des projets à Paris. Mais eux, ils avaient un bâtiment qui s'appelle Le Recyclable, qui était à Colombes, qui est en gros composé de containers au rez-de-chaussée, une dizaine de containers au rez-de-chaussée et des pavillons en bois, 3 pavillons en bois au-dessus. Et eux, donc, ils avaient ce bâtiment à Colombes. Ils proposaient des ateliers de menuiserie, des ateliers de réparation de vélos. Et en fait, à un moment donné, la mairie de Colombes a plutôt changé de bord. Elle voulait plus de ce projet sur sa ville. Donc, elle leur a dit, vous devez partir. Et du coup, ils nous ont appelés. Ils nous ont dit, on a un problème là. Il faut qu'on trouve un endroit pour notre bâtiment. Est-ce que ça vous intéresse de le récupérer ? Et nous, on avait besoin d'un premier abri pour s'installer sur le projet des Grous. Donc, on s'est dit, OK, ça nous intéresse. Et puis, ça nous permettait aussi de tester, à l'échelle d'un bâtiment, des problématiques de réemploi. Donc là, c'est ce que vous voyez sur l'image ici. C'est le moment où on a récupéré les containers. Et en fait, on s'est retrouvé face à plusieurs problématiques liées au réemploi qui sont des problématiques propres au projet, mais je pense qu'ils sont propres au réemploi de manière générale. C'est la question d'abord de la mémoire du projet. En fait, nous, on avait les plans d'espace du projet, mais on n'avait pas les plans d'entreprise ou de montage du projet. Et donc, en fait, on a fait un travail quasi archéologique quand on a démonté le bâtiment, de comprendre comment il était monté, de comprendre sa construction, quoi. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'éléments qui n'étaient pas forcément ultra démontables. À la base, l'ambition de ce projet, c'était vraiment qu'il soit complètement démontable et remontable. Et en fait, on s'est rendu compte que finalement, il n'était pas complètement démontable. Donc ça, c'est la deuxième problématique, c'est que il y a plein de bâtiments qui ont cette vocation-là, mais qui au final, dans le détail, sont pas complètement démontables. Et là, un des éléments, par exemple, pour illustrer ça, c'est les pare-vapeurs. Ils étaient agrafés à la structure. En fait, c'était impossible à démonter proprement, donc on a tout arraché. À la fin, on a commencé à essayer de le démonter proprement, et en fait, c'était impossible. Donc au final, ce bâtiment-là, on avait estimé qu'il y aurait 3 semaines de démontage, 1 mois de remontage. On a eu pour le double, 2 mois de démontage, 2 mois de remontage. Et on avait estimé à 50 000 € de travaux et on en a eu pour 120 000 € au final. On avait assez mal budgétisé le temps de travail que ça allait nous prendre. Donc voilà. Un autre exemple de réemploi qu'on a eu, c'était au niveau des terres. En fait, le sol, quand on a pris le terrain, je pense qu'on n'a pas été assez attentifs au diagnostic qu'on nous a envoyé. Mais en fait, le sol était ultra pollué aux hydrocarbures. En fait, c'est une ancienne usine qui était là, donc bon. De fait, les sols étaient très pollués. Et en plus de ça, et ça c'est plus lié à la vacance du lieu, c'est que le lieu a été abandonné pendant plus d'une dizaine d'années. Et donc ça a été une décharge sauvage. Et il y a notamment des gens qui ont déposé de l'amiante. Bon, je ne sais pas si vous savez, mais c'est hyper compliqué de déposer de l'amiante. Et du coup, y en a qui le font plutôt de nuit, plutôt à l'arrache. Et puis ils vont déposer de l'amiante sur un terrain à côté.
histoire qu'ils n'en aient pas à s'en occuper. Donc nous, on a dû gérer ça par la suite. L'amiante, c'était un souci, mais surtout le souci principal qu'on avait, c'était que les sols étaient complètement pollués. Et nous, notre ambition, c'était quand même de planter des arbres. Donc on s'était un peu loupé sur les diagnostics. Mais au final, ça a été une opportunité pour nous de réfléchir à comment faire pour quand même planter des arbres sur ce terrain. La première option un peu classique, c'était de se dire, en fait, normalement, quand on a ces problématiques-là, on terrasse. Sur 30 cm, 1 mètre, l'ensemble du terrain, et puis on plante après. Et en fait, ça, c'était des coûts qui nous paraissaient complètement démesurés par rapport à nous, notre économie de projet, le temps qu'on allait y rester, puis de toute façon, les moyens qu'on avait. Et en fait, en parallèle de ça, on avait des discussions avec la Société du Grand Paris qui gérait le projet du Grand Paris Express. Et eux, ils étaient en train de creuser des kilomètres et des kilomètres de tunnels pour construire ce métro. Et donc, ils nous ont dit, est-ce que ça vous intéresse de récupérer des terres ? Donc, on s'est dit, ok, c'est intéressant, pourquoi pas. Et donc, on a fait tout un travail avec eux pour récupérer les 30 premiers centimètres de terre végétale, les amener sur notre terrain. Et donc là, c'est la photo que vous voyez, c'est les terres du projet du Grand Paris. Saine et fertile. Saine et fertile, ouais. Après, on a quand même dû Réamender. faire tout un travail de terrassement, parce que du coup, on avait plein de buts, mais il a fallu terrasser et niveler l'ensemble des terres. Et puis, on était en partenariat avec des paysagistes qui s'appellent TN+, qui, eux, travaillent avec un pépiniériste qui s'appelle Daniel Sau, et qui, lui, a développé toute une technique de fertilisation assez rapide des sols, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps non plus. Donc voilà, on a travaillé avec lui pour fertiliser les sols assez rapidement. Et au bout de 2 ans, on a réussi à planter les premiers arbres. Qu'en est-il des terres qui étaient pleines d'amiante polluées, du coup, qui sont restées en dessous? Ouais, on les a confinés. Bon, c'était un peu le... C'est pas une solution idéale. Ouais. C'est pas une solution idéale. Mais dans notre position, on peut pas assumer des coûts de dépollution de 20 ans sur un projet de... Enfin, ça n'a aucun sens. Donc c'est un moindre mal. Et sur la couche vivante, il se passe des choses. Voilà, Ouais. on va dire. C'est un peu ça. Et puis après, dans la suite du projet, ils nous ont dit, vous pouvez repartir avec. Bon, évidemment, je pense qu'on repartira jamais avec. Cadeau. Mais du coup, c'est plutôt des discussions qu'on va avoir avec les futurs acquéreurs du terrain, voir ce qui est intéressant de faire, quoi. Non, je crois que je suis toujours sur la même diapo. Ouais. Alors, et du coup, quand on fait le bilan du réemploi, nous on se pose souvent cette question de est-ce que les réemplois c'est frugal, c'est pas frugal. On n'a pas vraiment encore ces réponses-là parce qu'en fait, on se rend compte que la réponse elle n'est pas binaire. Et en fait, ça dépend de quel indicateur on parle. Alors, effectivement, si on parle en termes de bilan carbone, oui, de réemployer du bois qu'on a déjà utilisé avant, oui, en termes de bilan carbone, c'est plutôt positif. Ça veut dire qu'on n'a pas planté une graine, fait pousser un arbre, coupé un tronc, transporté jusqu'à chez nous. Donc oui, en termes de bilan carbone, c'est plutôt positif. Mais en termes de bilan humain, c'est pas que c'est négatif, mais on se rend compte qu'en fait, ça prend quasiment 2 fois plus de temps de réemployer des matériaux, réemployer un bâtiment, parce que tout ce que je vous ai raconté, quoi, la question de la mémoire du projet, la question de la démontabilité. Quand on reprend une planche qui a déjà été utilisée, il faut enlever toutes les vis, il faut la retraiter, il faut la recouper, etc. On n'a pas forcément les dimensions dont on souhaite. Ouais. Mais ça, c'est le bilan de notre expérience. Et là, du coup, c'est à vous d'être plus malin et de bien calibrer vos opérations de réemploi, de les intégrer, les rendre efficaces. Parce que c'est une évidence qu'il faut le faire. Mais bien le faire, c'est une expertise. Et il y a des gens qui font que ça, notamment Bellastock, qui sont vraiment à la pointe là-dessus. Nous, on est super contents de se confronter à ça pour mieux penser les opérations d'après. Mais voilà. Mais effectivement, ça demande souvent un peu de ce qu'on ne met pas en argent dans le matériau. Là, aujourd'hui, on l'a mis en argent dans des gens. Et du coup, c'est ça où... En fait, on n'a jamais vraiment fait ce travail précisément, mais si on regarde le bilan financier, au final, je pense que ça coûte aussi cher de travailler avec du neuf que du réemploi. Et en fait, c'est là où on se dit qu'il y a un sujet autour du réemploi qui est
qui nous dépasse, clairement, qui est presque, on pourrait dire, politique. Enfin, nous, on fait souvent la comparaison, par exemple, avec des tomates. Enfin, aujourd'hui, d'acheter une tomate bio qui est produite localement, on va dire de maraîchers qui habitent pas si loin de chez nous, bah, en fait, aujourd'hui, ça coûte beaucoup plus cher que d'acheter une tomate industrielle qui est produite à l'autre bout du monde. Et en fait, aujourd'hui, il y a des mécaniques qui font que les choses, elles coûtent pas leur juste prix. Et pour nous, c'est un peu la question Enfin, c'est le même sujet sur le réemploi. Enfin, c'est complètement délirant de se dire que ça coûte plus cher, ou le même prix ou plus cher, de travailler avec des choses qui existent déjà que de l'acheter d'un truc qui vient à l'autre bout du monde, quoi. Et donc, pour valoriser ce travail-là, après, ça nous amène sur d'autres questions, mais en fait, ça nous demande, nous, de valoriser ce travail-là, d'écrire des bilans, de montrer vraiment ce que ça veut dire, ce que ça implique, quelle valeur ça a. Et ça, il y a plein d'autres collectifs qui le font. Nous, on n'est pas vraiment dans ces questionnements, enfin, dans ce travail-là. s'imprègne de leur connaissance. Voilà, on va dire. on s'apprête de On ses utilise, connaissances. Voilà, bon, ça, c'était un peu une aparté sur ce sujet-là. Mais en tout cas, ce qu'on se dit, nous, c'est de ces bilans-là, on se rend compte du coup que ça prend quand même plus de temps de travailler avec du réemploi, mais on se dit qu'on peut le regarder un peu de manière différente et on se dit que en fait, ce temps de travail qui est mis dans ces travaux de réemploi, ils peuvent être mis à profit différemment. Enfin, ils peuvent être mis à profit. On peut se dire que du coup, tout ce temps de travail, on peut le travailler avec d'autres, avec des bénévoles, notamment chantier participatif, etc., etc. Et donc c'est un peu le sujet de mon dernier point. En fait, dans les projets qu'on mène de manière générale, que ce soit au niveau de l'aménagement de l'espace, mais aussi dans d'autres domaines, la programmation artistique, la restauration, nous, le but, c'est beaucoup de faire avec les autres. Ça s'illustre notamment par le chantier participatif. En fait, au début du projet de Grand Voisin, donc il y avait 3,5 hectares à aménager. On avait besoin de beaucoup de forces vives, donc on a mis en place assez rapidement des chantiers participatifs. Et ça, pour faire des chantiers participatifs, ça demande de concevoir le chantier de manière un peu singulière. Ça demande de faire de la conception-construction assez simple pour que chacune puisse participer au projet. Donc, de ne pas faire des projets qui demandent une technique hyper compliquée, mais qui demandent d'utiliser des outils assez simples pour que chacune puisse participer. Ça demande aussi de séquencer les étapes pour que chacune puisse participer, même le temps d'1 heure. Pour nous, c'est super important que une personne qui dit moi je peux venir aider 2 heures, est-ce que vous avez besoin d'aide, qui puisse participer. Donc on va séquencer le chantier pour permettre ça. Et puis ça demande aussi d'avoir suffisamment d'outils, une dizaine de visseuses, une dizaine d'outils à découpe pour qu'il y ait plusieurs personnes qui puissent participer en même temps. Ces chantiers, du coup, ils permettent d'avoir plusieurs forces vives et ça nous permet surtout d'autres choses qui sont pour nous plus importantes et plus intéressantes. Ça permet de provoquer des moments de rencontre autour du faire et des projets communs. Ça permet d'avoir des espaces d'apprentissage, du coup, autour de ces chantiers. Et puis ça permet surtout à d'autres de s'impliquer en se disant que les personnes qui sont hébergées sur le site, les riverains, les structures qui sont accueillies sur le projet, elles peuvent participer au projet. Et ça, pour nous, c'est une chose qui est super importante pour nous, c'est de redonner du pouvoir d'action aux gens, de leur dire vous êtes en capacité de participer à l'aménagement de l'espace, à l'aménagement d'un endroit, au lieu que vous traversez. Et l'idée, c'est un peu de les faire passer une position passive. C'est un peu ce que tu racontais tout à l'heure dans la séquence d'échange qu'on a eu avant. Mais c'est un peu de passer... En fait, souvent, quand on se promène dans un endroit, on a assez peu de prise
sur l'endroit. On se dit qu'on n'a souvent pas le droit de déplacer un truc, de proposer quelque chose. Et puis on est souvent dans une position de consommateur, une position passive. Et du coup, ce qu'on essaie de faire, nous, c'est de les passer dans une position active et de redonner le pouvoir d'action. En fait, on se rend compte aussi que... en fait, il y a beaucoup d'avis qui passent par la parole. Aujourd'hui, pour participer à la fabrication de la ville, pour participer à ce qui se passe dans son quartier, on va participer à des réunions. Souvent, ça s'appelle des réunions de concertation. Et puis, en fait, dans ces endroits-là, nous, on pense que c'est assez peu accessible. En fait, ça veut dire qu'il faut être disponible. Il n'y a pas tout le monde qui peut venir à une réunion qui se passe à 17h. Ça veut dire aussi qu'on comprend les enjeux de ces réunions-là. En fait, il y a un enjeu d'accès social à ces endroits-là. Enfin, il y en a plein pour qui ça ne parle pas, des réunions de concertation, qui ne comprennent pas très bien les enjeux. Et qu'on se sente légitime de donner son avis aussi. Ouais. Ça, c'est pas du tout inné, quoi. Et après, ouais, voilà, il y a la question de la prise de parole. Enfin, il n'y a pas tout le monde qui se sent légitime de prendre la parole ou à l'aise de lever la main, de poser une question, de participer, etc. Et du coup, on se dit que en fait, ces endroits-là, c'est un peu une manière de donner la parole autrement que les réunions de concertation, quoi. Voilà, et en fait, aussi ces chantiers participatifs, on se dit que ça permet aux gens qui participent par la suite de prendre soin du lieu qu'ils traversent. En fait, on se rend compte souvent que quand on fait participer d'autres gens, toutes les personnes qui ont participé à l'aménagement du lieu, quand elles reviennent, elles en prennent plus soin naturellement. Mais c'est un peu normal. Enfin, une fois qu'on a construit, qu'on a passé une semaine à construire la terrasse d'un endroit, quand on y revient, on a envie d'en prendre soin. S'il y a un truc qui est pété, on va chercher la visseuse, on revisse, on va passer un coup de balai. Ouais, il y a une question. Est-ce que vous communiquez sur ces chantiers participatifs ou est-ce que c'est juste un chantier ouvert où les gens qui passent voient et participent ou est-ce qu'il y a une vraie communication? Ouais. Et ça touche vraiment à la question de l'implication de manière plus globale, mais pas que sur les chantiers participatifs. L'implication plus globale des gens sur le projet. Et effectivement, il y a, sur le projet des Grands Voisins, par exemple, il y avait une personne qui était référente pour ce qu'on peut appeler de l'animation de communauté. Et donc, elle, son travail, ça va être de vraiment communiquer sur les chantiers participatifs, mais communiquer aussi plus largement sur toutes les possibilités d'implication dans le projet. Donc, ça peut être dans la cuisine, au bar, sur les chantiers, dans la programmation, voilà. Et à la fin, il faudrait que je regarde le document, mais je crois qu'on avait une communauté qui nous suivait de plus de 1000 personnes, avec qui on communiquait régulièrement de toutes les possibilités d'implication. Cette communication-là, pardon, vous la faites à peu près combien de temps avant le début du chantier participatif? Vous y prenez beaucoup à l'avance ou en général On essayait de tenir une régularité de toutes les semaines communiquer via une newsletter. Donc c'est là où on communiquait les chantiers. On essayait d'anticiper au maximum. Mais en vrai, comme je vous disais, tout est un peu itératif. Donc en fait, on avait beaucoup de difficultés à prévoir. Ça n'arrivait pas qu'on prévoit 2 mois à l'avance un chantier qui allait se passer. Enfin, Je sais pas si tu as un sujet particulier pour toi, hein, mais bon, ça dépend du contexte. Là, moi j'ai bossé sur Ouais. Foresta, Facebook ça marchait pas, donc c'était newsletter encore moins, mail ça n'existait pas, enfin très peu. Par contre WhatsApp et pour les plus jeunes c'était que TikTok, sinon c'était même pas la peine de les toucher. Donc il fallait. Donc en fait, ouais, il y a des stratégies de communication. Ça tombe bien parce qu'il y a des gens qui étaient un peu forts là-dessus. Enfin, il y a des gens dont c'est pour ça que c'est cool d'avoir des professionnels aussi larges dans l'équipe, c'est que ouais, Archie n'est pas forcément au courant que c'est TikTok qu'il faut utiliser. Mais bon, en empirique, si ça marche pas, on se pose des questions et puis on arrive à ajuster, quoi. Et donc le format Grand Voisin, il était propre et il a été différent pour chacun des projets. Et il y a des fois des projets où ça marche pas du tout pour plein d'autres raisons. Voilà. je sais pas si. Participatif. Non, mais je vais terminer là-dessus. Ouais. Les chantiers participatifs, un des derniers trucs un des derniers aspects qui importe pour nous,
c'est qu'on pense qu'à travers, disons, l'action collective autour d'un projet commun, ça permet de créer du récit commun, de se dire qu'on fait quelque chose tous ensemble à un moment donné, et puis que ça permet, à travers ces endroits-là, la rencontre, notamment pendant le chantier, mais aussi avant-après. On va apporter une attention particulière à l'accueil, donc à bien accueillir les gens au moment du déjeuner, à toujours ce qui nous semble normal, mais avoir des moments de sociabilité après le chantier pour faire en sorte de continuer la discussion, de continuer l'échange, etc. Et en fait, au final, à la fin, on n'avait plus besoin vraiment de faire des chantiers participatifs parce que l'ensemble du site était aménagé, les projets d'aménagement étaient de plus petite envergure, et finalement, les chantiers participatifs, ils étaient devenus plutôt des prétextes à la rencontre, à l'apprentissage, etc., etc. Voilà, j'ai terminé pour la partie. Ok. Tu veux conclure Ouais, je regardais ce qu'on avait mis en conclusion, je me souviens plus. Ouais, non, mais du coup, là, comme vous avez peut-être pu le voir, nous, ce qu'on porte, c'est pas forcément, c'est plutôt une vision plus large de transformation une vision de société plutôt, de transformation de la production de la ville d'une façon un petit peu plus large. Et du coup, en tant que structure, on n'a pas vocation. On nous a beaucoup appelé en fait, un peu à la rescousse, venez nous aider pour ouvrir un lieu, machin, parce que c'est des problématiques qui sont quand même extrêmement courantes. Le nombre de lieux potentiels est gigantesque en France, des espaces non utilisés, dont les gens dont les gestionnaires n'ont pas les outils pour les transformer. Et donc pour ça, on essaie de d'essaimer plutôt la méthode sous différentes modalités pour que finalement ces outils soient appropriés par d'autres, par un champ plus large aussi d'acteurs, que ce soit de l'habitant aux professionnels de l'aménagement, aux institutions. Pour ça, on a essayé de créer, un diplôme universitaire du coup, qui s'appelle Espace commun et qui réunit des gens du champ professionnel, des champs professionnels qui gravitent autour de l'urbanisme transitoire, mais ça peut être des gens qui font de la programmation artistique et culturelle, des gens qui travaillent dans l'immobilier, la promotion, des institutions, des architectes et des urbanistes, mais aussi des parties prenantes, des gens qui n'ont pas forcément les formations et qui ont une volonté d'ouvrir un lieu, que ce soit un petit lieu rural à une grande pièce urbaine. Et on essaie d'ensemble élaborer un langage commun, de comprendre les mécaniques qui permettent de réaliser ou de rater les projets. Et donc voilà, ouais. On essaie par ce biais-là de le faire. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi sur la question de la temporalité, qui me tient particulièrement à cœur, c'est là on crée une valeur d'usage forte sur ces lieux-là et des façons, des usages qui n'émergeraient pas autrement, les voix ne seraient pas entendues, avec des tests au niveau spatial, mais aussi au niveau économique. Donc c'est quand même assez des situations qui se retrouvent assez peu autrement dans la vie courante. Et cette valeur d'usage, on se pose la question de qui la capte à la fin, parce que dans ces lieux-là, elle est créée, et qui la capte. Donc la question du temps long, comment ces expériences sur des temporalités courtes, cette liberté qui est gagnée sur des temps courts, elle peut se prolonger ou elle peut s'infuser dans des projets plus longs, soit spatialement dans des lieux en travaillant plus en amont avec des aménageurs, des promoteurs, des institutions, ou de façon plus immatérielle, sur comment ces communautés qui ont été dans des lieux à un moment, elles continuent de façon autonome à exister. Et ça devient presque plus notre souci, quoi. Mais c'est des questions qu'on se pose un petit peu en ce moment. Comment ça peut être une alternative à la production de la ville qui soit un peu différente et qui donne plus de place à l'usager, quel qu'il soit, quelle que soit ses ambitions. Voilà. Voilà. Une heure et quart. Ouais. Merci. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça hyper inspirant. Et puis merci Gauthier. Et puis non, mais merci, c'est bien. Ce que je voulais dire, c'est que merci aussi de cette fraîcheur aussi, du regard, parce que c'est intéressant de voir cette espèce de déconstruction, de reconstruction permanente. On sent en fait de vouloir poser des questions sur comment vous agissez. Je trouve que c'est très inspirant et
Et il y a une forme de modestie par rapport à l'acte que vous faites, mais en même temps de fierté. Et donc ce double rapport, je trouve qu'il est assez intéressant. Moi j'ai un milliard de questions, mais je voudrais peut-être surtout vous laisser la parole parce que sinon je vais tout capter. J'ai deux petites questions, surtout sur du grand voisin. C'est déjà qui sont les gestionnaires, parce que vous avez parlé dans plusieurs gestionnaires, c'est des citoyens, c'est des assos, comment ça se passe en fait En fait, disons qu'il y a une équipe de pilotage du projet, donc qui est composée de l'association Aurore, qui gère les structures, les centres d'hébergement, Plateau Urbain qui s'occupait plutôt des artistes artisans, structure de l'ESS qui est accueillie sur le site, et nous, Yasuicamp, accueille des publics extérieurs. Donc ça, c'est plutôt une structure de pilotage de projet. Et ensuite, il y avait toute la communauté qu'on a créée au cours de ces 5 années, qui participait aussi au projet. Et donc, on avait mis en place... donc, pour répondre concrètement à ta question, on peut dire que les gestionnaires, c'était cette structure de pilotage. Mais du coup, nous, on travaillait beaucoup pour faire en sorte d'intégrer l'ensemble de la communauté au projet, quoi. Et pour ça, on avait mis en place plein de dispositifs, notamment le conseil des voisins, qui avait lieu une fois par mois, où l'idée, c'était que du coup, il y avait une sorte de grande agora où chacune pouvait s'exprimer sur le projet. Il y avait aussi des réunions mensuelles sur des sujets spécifiques, la restauration, l'aménagement de l'espace, la programmation culturelle, en fonction des acteurs intéressés par ces sujets-là, quoi. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Enfin, qu'est-ce que tu entends vraiment par gestionnaire, du coup, de... Oui, tu sais, c'est ça comme ça. Pas justement, parce que vous avez parlé que c'est aussi une difficulté d'avoir plusieurs gestionnaires dans l'espace, notamment avec la cuisine Oui. de Oui, bergerie. c'est vrai que c'est... Et en fait, c'est cette question auquel on est confronté des fois, on parle d'espaces qui peuvent être partagés, à qui donne les clés, on donne la gestion en fait, de ces lieux-là, Ouais. et savoir concrètement qu'est-ce qui s'était passé en fait. En fait, gestionnaire, ça peut être un nom valise, et à chacune des échelles, tu as une liste de devoirs et de responsabilités. Et en cascade, nous, ce qu'on faisait, c'est tenter de définir tous les rôles et de les partager les tâches de façon la partager au maximum pour alléger la charge mentale. Voilà. Mais concrètement, il y a un moment, il y a quelqu'un qui signe des plans, il y a une responsabilité. Voilà. Et ces 3 gestionnaires avaient ce triptyque avait des responsabilités relatives à chacun des espaces. Et puis, selon et un petit peu plus, il y avait Plateau Urbain, ils s'occupaient tout ce qui était fluide et électricité, c'était eux, mais nous, on avait une charge sur la responsabilité de l'ouverture publique, c'était une forme, on était responsable de ça, on a engagé une responsabilité. Et Aurore, c'était sur toutes les personnes accueillies, toutes les personnes hébergées dans les locaux. Et donc, voilà. Donc, mais la cantine collective, sa gestion, ça va être les devoirs, les obligations de la cantine, c'est beaucoup plus léger, c'est la laisser propre, gérer les problèmes de propreté, sanitaire, etc. Et donc là, c'est plutôt des process, et les process permettent d'avoir une co-gestion de l'espace. Mais il y a un moment, quelqu'un écrit le process. Voilà, quand même. Et donc l'instance qui décide du process, elle a encore une autre. Voilà. Donc tout ça, c'est très très imbriqué, mais ça doit être réglé comme du papier à musique. Sinon, c'est quand même compliqué. Et de toute façon, c'est quand même compliqué. Tout ce que tu compenses c'est compensé par de l'échange humain pour régler tous les petits problèmes tout le temps, donc des instances de discussion. Mais nous, on ne dit pas qu'on a réussi à atteindre... Enfin, on est toujours en train d'expérimenter ces questions-là, quoi. C'est assez compliqué de complètement diluer la responsabilité d'un endroit. Donc on écrit effectivement beaucoup de process, mais il y en a eu des tonnes qui ont été écrites, notamment sur la lingerie. Mais c'est vrai que c'est une question de responsabilité, de gestion d'un lieu. Nous, on est toujours en expérimentation dessus, quoi. Mais les vraies grosses responsabilités, c'est quand même celui qui signe un bail ou une occupation temporaire ou quelque chose comme ça, celles qui relèvent du juridique. Et celle-là, ce qui est identifié, c'est qu'il faut quand même un peu
connaître son métier. Enfin, nous, on est des interlocuteurs fiables, on va dire, ou en tout cas, on commence à inspirer de la confiance, et cette confiance, elle est hyper importante pour faire autorité quand il y a des décisions délicates, mais surtout pour... il y a du savoir-faire technique, hein, en fait, il y a un moment où on peut pas s'inventer le sonneur d'un site comme ça. Et nous, on sait pas tout faire, hein. Vraiment, on sait pas tout faire. Une autre question, et après on laisse la parole aux autres. C'est, vous avez parlé d'itération avec la chaufferie, et on parlait d'observer les usages assez finement, mais vous êtes passé d'un bureau à un accueil de camping. Comment ça s'est passé, comment concrètement on a compris que ces usages allaient par exemple, permettre l'accueil de camping? Est-ce que c'est un flux de personnes, c'est un endroit stratégique, comment c'est venu chaque fois? Je pense que ça se joue toujours à différents niveaux. Soit on voit que l'endroit est sous-utilisé, sous-exploité, et du coup on se dit faudra peut-être réfléchir à une autre programmation. Soit il y a en fait un nouveau besoin qui émerge, notamment là le camping, donc il a fallu lui trouver aussi un accueil, donc il fallait lui trouver un endroit pour le mettre. Soit effectivement on se rend compte que c'est surexploité, donc il faut plutôt délocaliser l'endroit pour lui permettre d'exister dans un endroit plus grand. Des fois ça vient aussi de l'extérieur. Il y a eu beaucoup par exemple de demandes de privatisation de salles, parce qu'en fait moi je ne savais pas du tout, c'était pas du tout mon domaine, mais c'est assez difficile de privatiser des salles à Paris. À moindre coût, on va dire. Et du coup, il y avait ce besoin pour des assos, des entreprises de se réunir pour faire des réunions ou des séminaires. Et du coup, on a cherché des endroits aussi dans le site pour permettre ces activités-là. Donc je ne saurais pas dire, on n'a pas vraiment de méthode. On observe, ça va se jouer à différents endroits, on est à l'écoute des différents interlocuteurs et parties prenantes du projet. Nous, on fait des réunions, beaucoup de réunions. On a appelé ce qu'on a fait on fait des réunionites, on fait beaucoup de réunions. Et du coup, de là, à la fin, émerge un nouveau besoin et on se dit, ok, là, c'est parti, il faut qu'on change la destination de l'endroit, quoi. Ouais, mais et puis quand, je sais pas, il y a un endroit, quelqu'un qui est tout le temps à un endroit et qui se retrouve tout le temps en interface et à devoir répondre à trop de questions, en général, il dit, tu comprends que c'est un lieu de convergence et à cet endroit-là, il faut peut-être orienter, et la signalétique fait un super relais à ça. Tu peux aussi, tu vois, enlever 90% des questions en mettant des grosses flèches, tu vois. Donc c'est un outil ultra utile aussi. Oui. Comment ça passe vos réunions? Vous avez combien qui prend les décisions? Est-ce que c'est unanime, majoritaire? Voilà. Non, mais c'est une question qui est un peu compliquée parce qu'elle a beaucoup évolué en fonction de l'évolution de l'asso. Moi, quand je suis arrivée, donc c'est quand même assez différent de toi, on était une dizaine de bénévoles permanents, avec des bénévoles qui venaient de temps en temps. Et là, aujourd'hui, on est 100 salariés. 80 salariés, 20 stagiaires service civique. Donc de fait, l'implication, entre le moment où je suis arrivée et maintenant comment c'est structuré, l'implication des personnes est différente. Et donc on ne communique pas et on ne prend pas les décisions de la même manière, quoi. En tout cas, ce qu'on fait de manière générale, on va dire depuis quelques temps, c'est une réunion hebdomadaire par projet, ce qui se passe à l'intérieur des projets. Toute l'équipe se retrouve et parle ensemble. Souvent, pas que l'équipe YesWeCamp, mais aussi les autres partenaires. Ça, c'est hyper important pour la bonne conduite du projet, quoi. Et ensuite, il y a des réunions qui se font entre projets, qu'on appelle des comités d'opération. On se retrouve une fois toutes les 6 semaines maintenant pour se raconter comment se passent les projets. Donc l'idée, c'est vraiment de faire culture commune entre les différents projets et pour essayer de résoudre les problématiques des uns et des autres. Ensuite, il y a des réunions de stratégie, donc là qui regroupent plutôt la direction, l'administratif, le financier et puis les chefs de projet de temps en temps, pour parler vraiment plutôt des orientations opérationnelles de l'association. Et il y a des réunions qui se font au niveau du conseil d'administration. Le conseil d'administration, il est composé en partie des salariés de l'association et en partie d'un membre extérieur. Ça, c'est assez nouveau parce qu'on a tenu à un moment donné à faire venir d'autres regards
sur l'évolution de l'asso, parce qu'on s'est rendu compte qu'on fonctionnait un peu que trop en vase clos. Et donc ça se passe 4 fois par an. Ouais, 4 fois par an. Donc voilà, il y a des décisions qui sont prises à différents endroits. En tout cas, on porte une attention particulière à ce que les informations elles circulent bien. Et donc il y a beaucoup de comptes rendus qui sont écrits et qui sont diffusés dans l'ensemble de l'association. On a un outil qui s'appelle Slack où on communique dessus. On a aussi développé une newsletter interne maintenant, parce que comme on est séparés géographiquement entre Paris et Marseille et puis dans d'autres endroits et qu'on est 100, on s'est dit que c'était important de pouvoir bien communiquer. Donc on a cette newsletter interne qui communique sur l'actualité des projets et l'actualité de l'asso. Mais pour permettre tout ça, en fait, il y a eu à un moment donné quelqu'un qui s'appelle Théo qui a été en charge, il avait vraiment la mission de structurer l'association et son poste c'était l'intelligence collective, quoi. L'idée c'était de se dire on a un fonctionnement qui était un peu trop organique, il fallait qu'on commence à structurer ça, on n'avait pas forcément envie de fonctionner on s'est dit qu'on ne pouvait pas fonctionner comme d'autres endroits, donc il fallait qu'on ait un fonctionnement qui nous ressemble. Et donc, lui est venu dans cette mission-là. D'ailleurs, il a fait plein aussi d'autres formations pour comprendre comment ça fonctionnait. Mais de faire en sorte qu'il y ait une bonne communication et un bon fonctionnement au sein des 100 personnes. Au début, on n'a pas eu besoin de déconstruire parce que c'était pas construit. Au début, c'était vraiment des grandes réunions 40 où tout le monde, voilà, c'était pas structuré et ça n'amenait pas à des prises de décision. Donc tout son travail, notamment lui, c'est mettre de l'huile là-dedans et réunir les bons cercles aux bons endroits pour tenter d'être plus opérationnel. Mais on a quand même une organisation qui tend à être plus hiérarchisé, parce qu'on a beaucoup souffert de la non-hiérarchie, des difficultés à prendre des décisions. Et voilà. On avait quelqu'un qui était assez visionnaire et qui à chaque fois nous emportait. Il n'est plus là, et puis on n'a pas envie de fonctionner comme ça. On a envie de... Donc on a plutôt dans un moment où on met un petit peu plus de hiérarchie et des cercles de discussion aux bons endroits, quoi, pour rationaliser un peu ça, parce que c'est source d'épuisement aussi. Tu prends la charge de tout le monde, quoi. Il y a des problèmes de tout le monde quand on fait des décisions à beaucoup, sans forcément passer à des moments opérationnels. Et nous, notre expérience, elle est avant tout opérationnelle, d'être capable de mettre en réalité nos idées. C'est d'abord là-dessus qu'on a fait notre expérience. Et là, on commence maintenant à souffler un peu, c'est de regarder et pouvoir essaimer et transmettre un peu de la mécanique, de savoir-faire mécanique, de comment se génèrent ces projets-là. Je me posais la question de comment vous définissez un peu ces lieux, parce qu'on entend souvent parler de tiers-lieux, vous n'en avez pas du tout parlé, c'est un peu le gros mot actuel, et du coup je voulais savoir en quoi ça pouvait être des tiers-lieux et en quoi ça ne l'était pas. Ouais. Hyper compliqué comme question. Moi, j'ai été en coordination du diplôme universitaire qu'on appelle diplôme universitaire espace commun. Donc, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. C'est une question à laquelle j'ai eu beaucoup de mal à répondre. Mais c'est pas grave, je vais quand même apporter des éléments de réponse. En fait, le mot tiers-lieu, pour nous, il appartenait à une sphère qui nous ressemblait moins. Je sais pas si vous voyez Signoco, ce qu'ils font, le Grand Contrôle. Comment ça s'appelle les autres projets ? Bon, disons que c'est une utilisation à un moment donné d'un site vacant qui, de notre point de vue, est essentiellement à vocation commerciale. Donc il y a assez peu de vocation sociétale, d'accueil de différents publics, d'accueil des plus fragiles, etc., etc. Et donc en fait, ce vocabulaire-là, il a été pas mal pris par cet écosystème-là, on va dire, d'acteurs. On ne dit pas qu'il ne faut pas que ça existe, mais on dit juste que nous, on a plutôt envie de faire des choses différemment. Et puis, du coup, on essaye de ne pas trop l'employer. Et puis, on se dit que le terme espace commun, il englobe plus largement des lieux qui ne sont pas forcément de tout ce qui est actuel, de l'urbanisme transitoire. Enfin, ça regroupe aussi on pourrait aussi parler d'espaces communs qui ont existé dans l'Antiquité, quoi. Enfin,
L'idée, c'est un peu d'élargir la vision. Comment dire? En fait, le diplôme universitaire, aussi un des préceptes, on s'est dit, en fait, nous, ce qu'on veut être, une des difficultés, en fait, de faire une formation, c'est un peu d'arrêter les choses, quoi. À partir du moment où on enseigne, on se dit, je sais pas ce que je vais dire, mais l'idée, c'était de se dire, on veut faire une formation, mais qui sera toujours en évolution. On ne veut pas partir d'un corpus préexistant, on veut se dire qu'on va continuer à réfléchir à travers cette formation. Et du coup, de l'appeler espace commun, pour moi, c'était une manière aussi de encore élargir le spectre de la réflexion, quoi, on va dire. Je suis plus très claire. Moi, j'ai pas de réponse à apporter à toi, moi, je sais pas. Je sais pas si je suis très claire par rapport à ça, mais bon. Mais une des réponses que tu as apportée tout à l'heure et qui je suis assez d'accord, c'est effectivement un peu à la mode et du coup, dès que tu mets une laverie, une machine à café, c'est un tiers-lieu. Pour qu'il y ait du coworking, c'est bon quoi. Et c'est pas, nous on a c'est des usages existants, mais la dynamique collective, elle est hyper importante et l'aspect social, il est aussi fort. Et voilà, du coup, on peut plutôt caractériser ce qu'on fait plutôt que donner un nom, mais c'est pas évident. Mais c'est pas compris en même temps. Et en même temps, ça nous porte, évident, ça nous porte beaucoup, ça nous dessert pas mal en fait, parce que du coup, les gens comprennent pas très bien ce qu'on fait. Du coup, quand on parle à des interlocuteurs qui sont très éloignés de tout ça, ils comprennent encore moins ce qu'on fait. Donc c'est difficile de rentrer en discussion, en dialogue, en négociation avec eux. Le meilleur test, c'est Blablacar. Pour me demander ce que tu fais dans un Blablacar, mais en une phrase, pas évident. Et du coup, on se retrouve finalement à parler de tiers-lieux. Enfin, moi, je me retrouve finalement à dire ça parce que c'est plus simple pour les gens pour nous mettre dans une case, mais l'idée, c'est d'élargir un peu la réflexion, quoi. Ouais. Du coup, est-ce qu'on peut revenir à la question qui dit que est-ce que l'architecte est Ah oui. responsable Ah. Est-ce qu'il y a eu des projets sans architecte Tu veux répondre? Ouais. T'as réfléchi entre-temps? Ouais, j'ai un peu réfléchi, mais j'ai pas très ordonné mes idées. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a eu YesWeCamp sans architecte. Oui, parce qu'en fait, on nous a aussi appelés pour disons, dans le panel de nos différents métiers. On a vraiment structuré ça par pôle métier, programmation artistique et culturelle, pôle restauration, etc. Donc, on a pu être demandé que pour un seul morceau. En piquant, on demande le morceau restauration. On sait qu'on va faire un peu plus, on va tenir une buvette un été en milieu rural, on va faire un peu plus, on va le faire à notre sauce, donc voilà. Donc, et là, il a pu ne pas avoir d'architecte, c'était possible, peut-être que des constructeurs, c'est possible quoi. Que sur un moment précis, on fait un petit truc, et puis voilà. Où le bâtiment existe, donc c'est que de la déco, t'amènes des graphistes, ils font un super truc, et voilà. Ça arrivé. Mais sinon, est-ce que les projets est-ce qu'on peut faire des projets sans architecte? Moi, je pense que c'est assez important parce qu'en fait, on a des outils qui permettent de répondre à des problématiques complexes de ces lieux hyper hybrides. Et on peut mettre ça on peut apporter des solutions hyper concrètes, quoi. Si je veux illustrer ça, on travaille beaucoup avec des gens qui travaillent sur de l'hébergement d'urgence. Du coup, ils ont une volonté de... voilà, ils doivent faire, 20 places d'hébergement d'urgence pour des gens qui ont un profil qui ont fait 15 ans à la rue, je sais pas, c'est un projet réel sur lequel je travaille en ce moment, j'en parle. Et ils ont une vocation à multiplier les usages. Ils vont faire d'abord dans un espace de l'hébergement, mais c'est de trouver des interfaces avec l'extérieur autour du bâtiment pour créer des relations apaisées avec le voisinage, éventuellement créer du programme complémentaire en construisant un boulodrome ou des choses comme ça. Et en fait, pour ça, eux, ils ont des envies et ils ont un besoin et ils ont des financements. Mais la capacité à le transformer, à mettre en relation les envies et le potentiel du lieu et la réalité, c'est pas toujours évident. Et là, je pense que c'est hyper important, je pense, d'avoir un architecte pour pouvoir mettre ça en sécurité sur la question réglementaire, pouvoir le dessiner et pouvoir l'ajuster si ça fonctionne pas. En fait, il y a un côté et de l'avoir au service du projet sur des longues périodes, ça permet aussi de se rendre compte que l'hypothèse de départ, elle était peut-être pas bonne et que le programme initial, il était juste mal dit et on va finir par produire quelque chose de peut-être plus léger et plus économe parce qu'on a bien compris le problème et on a vu que le besoin a évolué. Voilà. Donc je pense, pour moi, c'est hyper important.
Après, pour répondre autrement à la question, moi j'ai du coup œuvré pendant 6 ans dans l'asso et j'ai très peu eu la place d'architecte dans les projets, j'ai plutôt eu la place de coordination de projet. Et en fait, là où moi j'ai l'impression, enfin, ce que j'ai appris à l'école et ce que je vois que mes autres collègues n'ont pas forcément, c'est la capacité à partir d'une idée abstraite, de la concevoir, la développer, la faire atterrir dans un objet concret. Et en ça, je pense que l'enseignement en école d'architecture, il m'a été très bénéfique. Enfin, il m'a construite pour pouvoir réaliser des projets dans ce cadre-là. L'autre chose que je vois, c'est qu'on est quand même dans la réalité, dans la coordination de plusieurs acteurs. On va parler, même dans des maîtrises d'ouvrage classiques, enfin, on va parler à plein d'acteurs différents pour pouvoir faire dialoguer tous les corps de métier et à un moment donné, ça retombe dans un objet concret et fini, quoi. Et ça, effectivement, moi, dans plutôt mes missions de coordination de projet au sein de l'asso, ça m'a été assez bénéfique pour permettre ça. Après, ce que je vois, donc une autre manière aussi de répondre, c'est que je vois dans les collectifs, dans les projets d'occupation temporaire où il n'y a pas d'architecte, forcément l'espace est un peu plus pauvre. Et pour moi, c'est dommage parce qu'il y a toute la notion d'accueil qui est pas là. Enfin, tout un pan de l'accueil qui est pas là en fait. Et se sentir bien dans un endroit confortable, accueilli, que ce soit beau, esthétique, c'est, vous le savez, hein, je vais pas vous dire, mais c'est quand même super important et ça va jouer sur, pour moi, une qualité d'accueil dans un endroit, quoi. Voilà. Et puis pour le porter une voix sur la transformation de la ville, bon, peut-être que les urbanistes le font très bien aussi. Mais mon architecte urbaniste, pas si loin. Ouais. Voilà. Mais c'est important aussi pour pouvoir communiquer, pour que ces temporalités-là, elles ne se suffisent pas en soi. Je pense que c'est peut-être un petit peu plus délicat pour quelqu'un qui vient de la cuisine, par exemple, qui fait un super beau projet au Grand Voisin pendant 5 ans avec sa cuisine. Là, on a une super chef du pôle alimentation qui était au top et qui a fait plein d'avancées sur ces questions-là. Elle est peut-être moins outillée pour aller discuter avec l'aménageur sur la suite du projet, en fait. Donc, pour voir comment ça se transmet, tout ça, ces métiers ces métiers qu'on apprend en école d'architecture et en école d'urbanisme et de paysage également, je pense. Il y a un langage commun qui est utile, qui est vraiment utile. Ou en tout cas, même si on ne l'a pas en sortant de l'école, on peut l'acquérir plus facilement. Oui, tu as le droit, moi j'en ai plein aussi, on va peut-être voir un coup en répondant aux questions. Pas mal de valeurs qui définissent votre identité. Et je me dis, c'est pas forcément gagné au début quand on voit le camping, c'était ces valeurs-là qui étaient portées. Je me demandais comment vous les aviez définies, comment c'était venu, comment vous arrivez à vous reconnaître sous cet étendard et un guide, j'imagine, pour choisir les orientations. Ouais. Ça a été, je peux répondre après, tu auras peut-être une autre vision, mais ça a été une longue question de mettre des mots sur ce qu'on faisait. En fait, on n'a pas été guidé. En fait, c'est vrai qu'il y a d'autres collectifs qui fonctionnent vraiment avec une sorte de les 10 points de notre projet associatif. Voilà ce que nous on propose. Voilà. Et nous, ça a apparu il y a 2 ans, je pense, la première écriture de ce qu'on proposait. Et je pense qu'on s'est plutôt retrouvés autour du faire. Et chacun, à son endroit, trouvait de l'intérêt à participer au projet. Soit parce que ça questionnait la ville, soit parce que c'était de l'expérimentation à échelle 1, soit parce que ça permettait de faire avec les gens. Et du coup, chacun à son endroit, voilà, on trouvait un intérêt à le faire. Et ce qui nous a beaucoup porté, je pense, c'est peut-être une des valeurs communes, c'est l'hospitalité. Je pense que ça, on était tous d'accord pour vouloir accueillir. Et puis des questions de bon sens. Moi, au début, j'avais vraiment l'impression que c'était ça qui nous guidait. Je pense que c'est bien le cas. De faire des choses juste avec bon sens, quoi. Je ne sais pas si j'ai grand-chose à rajouter. Je pense qu'il y a beaucoup de... Finalement, il y a peut-être...
On a des valeurs écrites effectivement maintenant. Maintenant, ouais. Ouais, mais je les connaîtrais même pas, tu vois. Je Non. pourrais même pas les, je sais pas ce qu'on a écrit. Mais du coup, elles sont peut-être chaque voix on a un socle commun et une version enrichie par chacun, je pense en fait de ces visions-là. Donc voilà. Les questions d'architecture, etc. Des fois, j'ai presque l'impression que c'est je suis un peu chiant à vouloir faire des choses dans certains projets. Ça prend trop de place par rapport à d'autres choses, donc c'est pas toujours. On n'a pas tous exactement. On n'a pas tous la même vision. On ne raconte pas du tout tous de la même manière. Ouais. Mais en fait, à un moment donné, on a dû écrire ce travail d'écriture-là. On l'a fait un peu de manière forcée, parce qu'à un moment donné, il a fallu qu'on aille chercher des sous, enfin de l'argent. Donc à un moment donné, il a fallu qu'on décrive ce qu'on faisait. Et puis après, on a écrit une brochure qui s'appelle le projet associatif de 2020-2024. Et l'idée, c'était de ensuite pouvoir le présenter à des financeurs pour qu'ils financent notre projet associatif, quoi. Mais sans ça, je pense pas qu'on l'aurait fait, en fait. L'action nous suffisait pour avancer. Voilà. Est-ce qu'il y a une notion quand même partagée de bonheur dans ce que vous faites? C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience, justement, que oui. vous rendez. C'est peut-être aussi quelque chose qui fait aussi ciment, sans forcément qu'il y ait des mots dessus. Ouais. Et que c'est quelque chose qui est assez profond et partagé. Ça fait partie de ce dont on a besoin en tant qu'humain. C'est ok, être au chaud, bien nourri, tout ça, mais on a besoin aussi d'avoir ce sentiment de faire du bien. C'est quelque chose qui est... Ouais. Et autant à nous qu'au reste, en fait, parce que là, on est déjà une forme de communauté assez... il y a beaucoup de choses qui se passent, je pense qu'on s'en rend pas toujours compte, mais je suis pas sûr que ce soit très courant de trouver dans son travail un endroit où on peut aussi trouver des amis, on peut aussi trouver un métier, être un peu toujours jamais dans une zone de confort, toujours en train de rechercher, donc c'est assez nourrissant. Ça aussi c'est limite puisqu'on donne beaucoup, et ça éreinte aussi un peu, hein. C'est vrai que là on n'a pas parlé de ça, mais c'est vrai que c'est quand même c'est des métiers, surtout quand on est engagé sur les projets, c'est hyper éprouvant, et donc ouais, ça fatigue. Donc s'il n'y a pas ce bonheur partagé, cette énergie collective, ça ne marche pas, quoi. Ouais. Merci beaucoup encore une fois. Je vous propose peut-être si vous voulez prendre un petit verre. Moi j'aimerais juste les remercier au nom de l'école. De rien. Parce que vraiment c'était quelque chose d'assez fort. Moi, je pensais à ce passage de l'âge de l'accès de Jeremy Rifkin qui dit que le luxe vital c'est plus de posséder quelque chose, mais c'est de vivre une expérience. C'est-à-dire que maintenant le but c'est plus d'accumuler des choses qu'on a dans les poches, des bagages, mais c'est plutôt de vivre quelque chose. Et vous questionnez du coup la place de cette expérience dans l'architecture. C'est-à-dire que est-ce que l'architecture c'est faire un objet fini ou est-ce que c'est faire un projet itératif? Et vous avez répondu. Le but c'est de peut-être se tromper, le droit de se tromper plutôt que l'obligation de réussir. Et vous avez dit une autre chose aussi qui me crée un espace et trouver un usage. Alors quand en première année, on était en atelier tout à l'heure sur la première année, je ne sais pas si vous vous rappelez de votre première année, mais là en gros on disait c'est dessiner un projet. Mais en fait c'est pas obligatoirement des murs, des fondations, un sol, etc. C'est d'abord un usage, quoi. C'est pas analyser un site, c'est observer les usages. Et du coup là vous rentrez par un autre biais complètement, et je crois que vous questionnez vraiment le sens en fait de la formation d'une école d'architecture dans ses fondements, puisqu'on n'est plus dans la même époque où il fallait réaliser un projet fini, composé là sous un dôme en verre magnifique, et puis c'était à vie comme ça. Vous rebalayez complètement les cartes en fait qu'il faut qu'on distribue aux étudiants dès la première année, à mon avis. C'est ça un peu que on aimerait creuser là dans les nouveaux projets, donc vous insérez parfaitement dans cet état d'esprit de renouvellement qu'on aimerait apporter à l'école, et donc merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Merci pour l'accueil. Merci. Merci.